Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Update. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Virginie, puis je vous rappelle que l'Update est un podcast qui est un projet de Third Bridge. Pour ceux qui ne le savent pas, Third Bridge, c'est une compagnie de développement logiciel montréalaise qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'étais avec mon collègue Alexandre, puis on a reçu nul autre que François Lantier-Nadeau. Pour les amateurs de podcast, vous savez certainement c'est qui. C'est lui qui est derrière le micro du podcast Ça se passe. Mais au-delà de Ça se passe, Frank, c'est un entrepreneur tech qui a vraiment un beau background puis qui est venu nous partager ça aujourd'hui. Conversation super intéressante. Fait que je vous en dis pas plus. On se laisse là-dessus. Bon épisode! François Lantier-Nadeau, bienvenue à l'Update. Yes, je suis stoked d'être là. Ça va bien? Ouais, ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Bienvenue, François. Gros événement hier soir au Chiffre. J'aimerais ça qu'on commence avec ça. J'y étais. C'était super. T'es-tu content? Ouais, je suis super heureux. C'était un petit home run, là. Je suis quand même fier. C'était full. Puis Jean-Gabriel du Chiffre, il a vraiment nailé ça. Il a droppé beaucoup de connaissances sur le pricing SaaS. Puis le feedback est vraiment bon. Je suis couché un peu tard, là. J'étais à la banquise pour la première fois de ma vie. Ah, un incontournable. La poutine, ouais, exact, c'est ça. Mais nice. Je suis vraiment stoked d'être ici. Ça faisait un bout que je checkais ce que vous faisiez. On avait échangé un peu, puis tout. Ben c'est ça, je me posais la question pendant que je préparais l'épisode, puis je me disais, comment on s'est... Je pense que c'est ton associé ou ton ami qui nous a mis en contact. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, en marketing de podcast, une des règles de base, c'est de dire, ben, si le monde a déjà une audience qui consomme des podcasts, si tu vas sur d'autres podcasts, ça se peut qu'il y ait une partie de ce monde-là qui adopte le tien aussi. Exact. Et vice-versa, tu sais, quand vous allez venir sur Ça se passe. Fait que, tu sais, on était comme, alright, mais tu sais, on check les podcasts business un peu à Québec, puis il y a toutes sortes d'affaires là, dans les podcasts au Québec, mettons. Puis j'étais comme, ça c'est clean. Genre, puis c'était early là, vraiment quand vous commenciez, puis tout. Puis j'étais comme, c'est différent aussi de moi, tu sais, c'est pas genre la même truc. Non. Fait que je peux t'amener de la valeur là, eux peuvent t'amener de la valeur là. Fait que c'est comme de même que ça a commencé, I guess, là. Ouais. 100%. Vraiment. Mais cool, on est vraiment content de te recevoir, nous aussi. On te voyait passer, puis on était comme, c'est nice. Moi, je suis un peu plus gênée. Pas moi qui fais les premiers pas. Fait que merci d'avoir fait les premiers pas. Of course. Puis ouais, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler de Ça se passe parce que Ça se passe, c'est des événements, un répertoire de SaaS, c'est un podcast. Yes. Mais tu as aussi un beau parcours d'entrepreneur tech. Puis j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, entre autres niveau développement de produits dans une agence de développement logiciel. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on commence avec ça, un peu ton histoire de... Parce que j'ai stalké ton LinkedIn. OK. Puis là, j'ai vu, tu as été CEO pour un SaaS qui s'appelle Snipcart. Ouais. Parle-nous un peu de ça, comment tu t'es rendu là? À l'Uni, j'étais perdu, mêlé comme un jeu de cartes. J'ai décidé d'aller à Sherbrooke parce qu'il y avait des stages coop. T'étais obligé comme de passer à travers basically une année rémunérée. Puis j'étais comme, ça me donnait un cue sur qu'est-ce que je veux faire ou pas dans ma carrière. Il y avait beaucoup l'espèce de parcours traditionnel en communication marketing, de agence de pub, agence de com. J'étais comme, je suis bon pour écrire, peut-être ça. Puis finalement, quand les genres de listes de stages sont sortis, j'étais comme, il n'y a rien de ça qui me tente, là, j'ai le goût de me lancer par la fenêtre. Fait que j'ai demandé à la responsable de ça, yo, je peux-tu genre trouver mon propre stage? Puis elle était comme, oui, mais il faut que je l'approuve. Fait que bon, j'ai trouvé, long story short, ça s'appelait Agence Option. Agence de web design, website, puis tout. Puis j'étais comme, je peux écrire ce qui doit aller sur le website. S'il vous plaît, donnez-moi un stage. Puis c'était comme un ami de secondaire. Fait que je fais ça. Il me dit, tu es capable de faire des médias sociaux? J'étais comme, wow, easy. Je googlais la veille, genre, comment faire une stratégie de médias sociaux. Fait que là, c'est de même que je suis tombé dans le web. Puis en coup de vent, Georges Saad, qui est mon pote, mon mentor, mais qui a été mon partner puis mon boss dans Snip au début, il est passé dans l'agence puis il a comme pitché le SaaS que leur agence venait de lancer, qui était Snipcart. Okay. J'étais comme, c'est qui ce dude-là? Genre, de quoi qu'il parle? C'est quoi Snipcart? Puis mon dernier stage, j'étais là, je commençais à triper un peu sur le côté plus technique du marketing web. Puis j'étais là, j'ai le goût de me mettre avec des devs vraiment killers puis des designers vraiment sharp puis comme stepper mon niveau technique au début de ma carrière. Fait que j'ai pris le téléphone, yo, Spectrum, c'est François Lantier-Nadeau, vous me connaissez pas, mais comme j'aimerais ça travailler avec vous, je peux faire du copywriting pour le site web, j'aimerais ça apprendre le SEO, en ce moment je suis nul, mais comme j'ai du guts pour le faire.
Puis il y a des fautes là dans vos sites clients, vos sites personnels, genre. Puis voici mon blog de poésie en anglais et en français pour que vous sachiez que je suis capable de bien écrire. Ah, ça m'intéresse. Tu as commencé par savoir que tu écrivais bien en faisant de la poésie. Ouais, j'ai fait de la poésie, des nouvelles, des histoires un peu personnelles. Tu sais, le blog était encore un peu plus cool quand j'étais à l'Uni. Là. Je pense que je me prenais un peu pour un genre de writer. Ça m'est arrivé aussi, pour être honnête. C'est pour ça que je te fais parler. Je me suis cru, moi aussi, dans ce métier-là. T'as-tu écouté Californication? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, ça a été une école de faire comme... Yo, t'es capable de faire des affaires que t'as jamais faites, puis arrête d'avoir peur, mets-toi out there. Ouais. Puis j'ai écrit 250 articles. Là. Fait que tu sais, ça a été des reps de copywriting, beaucoup. Puis c'était le seul projet que j'avais dans mon portfolio de j'ai fait de quoi, comme. Fait que, ouais. Puis là, à ce moment-là, le mandat d'écriture est complètement différent. T'étais dans la poésie, dans l'artistique. Là, t'écrivais de quoi? Tu t'appelais ça des reps. T'étais très terre-à-terre. T'étais dans le SEO. Là. Ouais. Pour le web copywriting, à la base, j'étais comme juste... OK, c'est quoi tes services? C'est quoi tes clients? Comprendre un besoin, écrire de quoi? C'est quoi ton ton, ta marque? C'est quoi ses valeurs? Puis j'étais quand même sharp là, pour modeler mon écriture pour ça. Pour les clients de Spectrum, pas pour Spectrum en tant que tel. Pour les clients de la première agence... Puis pour Spectrum, finalement, j'ai pas fait rien pour Spectrum. J'ai juste été all-in dans Snip, genre jour 1 finalement. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Ta porte d'entrée dans Snipcart, c'était vraiment le Comment tu passes de... Stagiaire marketing à CEO de ce type de compagnie? Ça t'intéresse, ça? Ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ça fait une bonne headline, là, ça. Mais grosso modo, à part le blackmail, il y a quand même une couple de strat quand même nice. Ça, c'est top 1. Blackmail first. Moi, dans le fond, ne pas être le smartest guy in the room, la smartest person in the room, mais genre avoir ces aliens-là de programmeurs, puis genre la magie noire qui faisait genre faire des apps, puis des interactions, puis que le monde payait pour ça, puis tout, j'étais genre fasciné. Puis au début, j'ai trouvé ça vraiment intimidant d'être le gars qui fait du marketing. Il y avait zéro marketing, zéro vente chez Spectrum, chez Snipcart. Fait que j'étais vraiment le mouton noir, puis ça me gossait de pas être dans Insight. Tu comprends? Il faisait des jokes sur Slack ou dans là, tout le monde rit, puis là, t'es le seul à faire genre... Je catch pas c'est quoi la référence à l'API, genre, ou whatever. C'est très occulte au début, mais là, justement, est-ce que c'était valorisé, tes skills à ce moment-là? Ben, au début, j'étais nul, fait que non. mais les gars aimaient ma vibe, j'avais faim d'apprendre, puis je mettais, genre... du temps le soir puis le week-end pour comme dire alright, contenu marketing là, c'est comme trop vague comme concept, laisse-moi trouver des stratégies de monde qui font ça, laisse-moi trouver des produits numériques comme nous qui font ça, y a-tu des agences qui font ça, comment je voulais tellement me prouver à ces gars-là, parce qu'à l'époque on était juste des boys, je voulais tellement me prouver que j'étais comme, moi ma manière de me prouver c'est genre générer du trafic, générer des leads puis du cash. Fait que c'était comme, je sais pas, man, un mix d'ego, de fougue, de jeunesse qui a fait que je me suis vraiment craqué, vraiment donné. J'ai appris les SEO, j'avais un mentor, Charles McLaughlin-Piché, qui m'a vraiment aidé là-dedans. Il en devait comme une à Spectrum, fait qu'il donnait en heure de mentorat pour moi en SEO. Ça a été une grosse luck. Puis j'ai essayé plein d'affaires qui n'ont pas marché. Puis quand on a vraiment commencé à avoir des résultats sur blogging, contenu marketing optimisé pour le SEO, viser juste des développeurs, arrêter d'essayer de viser les marchands, les développeurs, les agences, tout le monde. Là, ça a commencé à générer des résultats, puis c'était comme, alright Frank, let's go, crank-toi. Ils m'ont donné un petit peu d'équité après, je pense, 3 ans pour pour la rétention, me garder, puis tout ça, motiver. Puis là, moi, tu sais, toujours réussi à avoir des boss, toujours réussi à me faire dire quoi faire. Fait qu'avoir comme le feeling de, tu sais, Georges, il m'a géré, là. Il m'a géré une personne ingérable à ce moment-là de façon exceptionnelle. Là. Puis il était là hier, puis c'est genre un des autres que j'aime le plus, man. Puis ça a été mon mentor. Fait que, grosso modo, l'idée le marketing, faites des bons moves, la business a eu de la croissance, puis à chaque fois qu'on pognait des plateaux où est-ce que je pouvais avoir un impact, j'y allais all-in, tu comprends? Genre, ouais. T'es complémentaire à leur service, de toute façon, ils le reconnaissent un moment donné. Ouais, vraiment. Puis on était là, les devs puis le marketing, c'était juste moi le marketing, mais on avait genre 2 devs au début, tu comprends? Fait on était tight, puis on s'expliquait tout le monde ce que l'autre fait, on se lançait des fleurs, on reconnaissait la valeur du travail des deux. Ouais. Puis, je sais pas, je tombe en amour avec le SaaS, je tombe en amour avec travailler pour des programmeurs et avec des programmeurs, puis avoir toujours challengé, genre, hey, là, je comprends-tu bien? C'est facile de compter une histoire super high level de, je sais pas, là, de valeur client, mais comme expliquer pourquoi
tel third-party API est meilleur que l'autre, puis genre, comment l'intégrer. Tu sais, j'avais besoin d'aide de dev, j'avais besoin de faire de la recherche. Fait que ça a comme été un healthy mix, un petit peu de tous ces trucs-là. Puis quand on a eu un gros plateau qui était genre une nouvelle version, on s'est chié sur une V3, là, une majeure, là, vraiment qu'on refactorait tout le panier d'achat front-end. On changeait l'UI, on changeait l'UX, on ajoutait des features, puis tout. Puis on s'est vraiment chié dans la livraison de ça. Puis on s'est tous rendu compte qu'il y avait comme personne qui avait le ownership. T'sais, nous, on n'avait pas ça de product owner. T'sais. Puis tout le monde haussait les épaules de genre, ben, il y avait des imprévus, ben, on savait pas ça, puis c'est plus long. Puis on s'était commis publiquement à genre une date. Le marketing guide, avait dit genre, yo, la roadmap, c'est ça, la V3 va sortir là. Puis là, les devs nous écrivaient, puis ça s'en vient-tu, puis ça s'en vient-tu. Puis on a overshoot de 1 an. Puis là, j'étais vraiment off, moi, tu sais. On dirait que c'était comme peut-être mon ego ou ma fierté. Puis j'ai comme dit à mes partners, alors que j'étais très minoritaire, hey, moi, je veux pas travailler dans une compagnie qui se fourre comme ça, genre. Genre, je veux que quand on fait un release, on sache pourquoi ça marche pas, puis qu'on a une personne qui a les responsabilités. Puis si on n'engage pas un product owner, parce que j'avais comme catché que ça existait, puis que tu peux avoir ça dans ta team, ben moi, je vais le devenir, je vais aller faire une formation, je vais le faire pendant un bout, puis après, je vais être capable d'engager un bon ou une bonne product owner. Puis à travers cette prise de responsabilité supplémentaire-là, parce que là, j'avais comme systématisé le marketing, puis j'avais du monde au marketing qui pouvait le faire, j'avais pas besoin d'être tout le temps les mains dedans, ben c'est là que Georges est comme flashé, puis on était en Suisse chez lui, il venait de déménager, puis il a comme dit, tu sais, dude, il y a pas de leader dans la compagnie. C'est comme, parce que Georges était focus sur spec, il mettait de l'input dans Snipcart, mais comme à temps partiel, puis il disait, il y a personne qui dit non. Il n'y a personne qui s'assit et dit la vision c'est ça, voici pourquoi on va faire ça, pourquoi on fera pas ça. Puis il dit ça prend un CEO, tu sais. Puis j'étais comme, il me disait tu veux-tu être le CEO? Puis tu caves, genre, tu sais. Puis là, après ça, je suis parti de chez eux, puis ça a comme fait son chemin, puis j'ai fait, hein, tu sais, pourquoi pas? Je peux-tu faire ça? Je suis capable. Puis j'ai dit fuck it, je le fais, genre. Fait que là, je me suis mieux entouré un peu, puis j'ai commencé à avoir un input, oui, opérationnel encore, parce qu'on est une petite team, mais un input genre plus stratégique, plus long terme. Puis j'ai trippé, genre malade. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi avant qu'on vende, genre. Ça résonne énormément. J'ai l'impression qu'en tant que directeur général, c'est une part de la job de créer un poste, l'occuper pendant un bout, de comprendre ce que ça fait, puis engager la bonne personne, puis vite passer le relais. Ouais, puis si t'es pas capable de savoir exactement c'est quoi les critères qui font une bonne personne, faut que tu sois tête, entouré de monde qui sont capables de dire on n'engage pas cette personne. Moi, mettons, pour les prog, les devs, tu comprends que j'étais pas capable de genre lire leur code puis dire oui, non. Puis, tu parlais tantôt de justement la relation de Georges de Spectrum avec Snipcart. C'était quoi la dynamique? Comment ça marchait? Ben, ça a commencé là, que c'était même pas séparé. Là. C'était super proche. C'était un produit de Spectrum. Ouais, parce que Spectrum avait une culture de start-up très forte, puis il avait réservé pendant un bon bout des vendredis à... Les vendredis, quand on n'est pas dans le rush avec les clients, juste gosser. Genre un gros camp, par contre. Il trouvait ce temps-là parce que, tu sais, c'est facile à dire, mais le livrable est souvent très pressant. Là. C'est vrai. Puis j'étais pas assez là pour t'expliquer comment ils l'ont fait. Fait que je veux pas bullshiter. Cool. On demandera à Georges. C'est ça. Ouais, exact. Je l'inviterai. Puis c'est ça. Fait que les vendredis, ça hackait un petit peu sur peut-être des produits. Tu sais, il y avait un désir de créer des startups, des produits qui allaient transcender aussi le service. Puis Snipcart, ça a été Charles Ouellette, un des programmeurs lead chez Spectrum, qui a comme eu cette idée-là avec Georges suite à un besoin client. Puis là, ils ont dit t'as peur, là, tu sais, si on bypass genre la transaction, puis on fait tout ça dans le front-end en JavaScript, mais il y a une manière sécuritaire de le faire, ça pourrait marcher sur n'importe quel site. Comme. Puis là, c'est là qu'ils ont fait on fait ça un produit, tu sais, un petit peu avec ça. Ouais. Puis ça a comme commencé de même. Charles, il a hustlé les nuits, les week-ends. Ça, là, on était en crunch de devenir médecin, les grosses études, les grosses stages, tout ça. Fait que lui, il codait comme un fou. Puis lui, ça a été son sweat equity. T'sais. C'est comme ça qu'il a eu ses parts, puis qu'il a été le co-founder. Puis au début, c'était hot parce que Spectrum avait un incentive très, très, très aligné d'investir dans Snipcart parce que c'était les mêmes shareholders. Mais fait il y avait des soirs ou des demi-journées qui genre là on pognait un input de l'équipe Spectrum parce que c'est comme il faut faire un crunch, il nous faut un site web, on a une landing page genre là, ça fait pas de sens. Fait que là boum, on avait un petit input. Fait qu'au début c'était genre on était super, puis au fur et à mesure que écoute, on a eu notre propre traction, on est devenu profitable, ben là on a incorporé Snipcart, je sais pas, 2-3 ans in, puis on est resté physiquement
embeddé dans les bureaux de Spectrum, dans la culture de Spectrum. Mais tranquillement, après ça, tu sais, on a pris plus notre propre culture, on a pris nos propres bureaux. Fait qu'il y a eu comme une espèce de séparation naturelle là, qui s'est faite. OK. Puis comment tu vois ça, mettons, que le produit se soit développé à l'interne avec des devs versus, mettons, vous seriez parti de votre côté puis recruter vos équipes de devs. Là, c'est sûr que c'est différent parce que ça part de là. C'est que dans l'optique où tu as une certaine patience par rapport à ta croissance, je trouve que ça peut être un gros avantage de le faire à l'interne, dans une agence de service. Parce que tu as de l'expérience, tu as fait de la route, tu as vu des projets clients qui marchent, tu en as vu qui ne marchent pas, tu sais c'est quoi du bon code, tu as des ressources prouvées, que tu leur fais confiance, tu sais que c'est des bons programmeurs, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages comme ça. Par contre, l'asset numéro 1 qui met de la bouffe sur la table des 20 personnes dans l'agence, c'est le service, right? L'espèce de vache sacrée que tu veux protéger, c'est le service. Ultra prédictible aussi. Je vends 1 heure, je fais des marges de ça, je suis capable de compter mes trucs, tout roule bien. Fait que à chaque fois que tu mets des dollars en salaire dans ton produit, ben là, ça vient... Tu bouffes ta marge, mais oui. Exact, tu bouffes ta marge. Fait que c'est tout le temps une question de genre, OK, ben les owners puis les décideurs qui allouent le capital dans l'agence, c'est quoi leur niveau de tolérance au risque puis leur niveau de patience. Puis dans le cas de Vincent Girard, de Georges Saad chez Spectrum, les gars étaient très patients. Très, très, très patients. Puis ils épousaient une philosophie entrepreneuriale qui était très à la 37 Signals, Basecamp, c'est genre bootstrap, pas besoin de lever de l'argent, build de quoi avec vraiment de la valeur, puis comme fais ça ad vitam aeternam, puis t'as pas besoin, tu sais, les espèces de anti-VC de l'époque, là, tu sais. Fait que, mais moi, je trouvais ça tough. Parce que moi, je suis kid, tu sais, puis je suis comme, ben là, mon chum, dans l'autre startup qui a eu du financement, il vient d'embaucher 6 personnes en dessous de lui, puis je suis comme, ça fait 150 articles que j'écris, genre, tout seul, puis je suis pas payé full cher. Fait que, il y a eu des clashs comme ça, mais je te dirais que somme toute, d'avoir la maturité d'être patient. Puis tu sais, nous, les gars étaient sévères avec le capital. Là. C'était genre, si tu fais pas 5 000 de revenus mensuels récurrents de plus, on n'embauche pas. Fait que tu sais, tes embauches sont capées à genre, tu m'as prouvé que tu peux générer de l'attraction ou du revenu assez. Puis là, quand t'en as vraiment, vraiment besoin, OK. Puis si t'es dans la merde, l'agence de service peut venir t'aider un peu. Mais ça accumule une dette. La compagnie de Snipcart accumule une dette de l'autre bord. Tu sais, on l'a payé, on l'avait presque... Non, il en restait un petit chunk quand même avant de vendre. Mais avec la vente, on a fini de payer la dette qu'on avait de Spectrum. Fait que tu sais, les gars avaient vraiment fait ça clean. Là, mais bon... Belle histoire. On a une histoire pas mal moins chic de notre propre SaaS, notre propre produit. C'est pas pour raconter notre fail story, mais ça reste m'intéresse, moi, par exemple. Invite-nous. C'est un SaaS qui a pas marché, puis ça s'appelait Offie. C'était pour t'accueillir, disons, un assistant virtuel de bureau. Là. Il y avait une compétition énorme à ce moment-là, mais nous, on le développait pour nous. Tu sais, c'est scratch your own itch, souvent, là, la recette gagnante pour un produit. Mais notre façon d'y accorder du temps, c'était pas aussi clean, là. Définitivement pas aussi clean. C'est probablement une des premières raisons de l'échec. Mais Snipcart, c'est l'espèce de cheval de bataille populaire que tout le monde a vu. Puis tout, Spectrum, ils en ont chié des produits. Là. Tu comprends? Genre, tu sais, c'est pas juste des success stories. Là. Eux, ils avaient déjà une mentalité développer des produits pour eux-mêmes. Là. Ils étaient propriétaires de produits numériques avant de se lancer dans Snipcart. Non. OK. Non, mais ils ont... Tu sais, tu vois-tu, mettons qu'il y avait un client qui arrivait, puis qui était comme, moi, je veux développer un produit numérique que je vais commercialiser. Là, vers les premières années, après à être stable financièrement ou avec la réputation, whatever, là, il commençait à dire, OK, ben regarde, tu sais, on va te le faire au cost ou on va moins te charger ou pas te charger, mais on va avoir de l'équité là-dedans, puis on va être ton partner. On va pas juste être ton service provider, on va être ton partenaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. Grosse tolérance au risque. Par contre, on l'entend, ça ici, on s'est rarement mouillé de cette façon-là. Fait que là, les autres, ils prenaient des gros risques. Là. Ouais. Georges, il est pas gêné de prendre du risque, man. Intéressant. Ça m'a influencé dans ce sens-là, moi, parce que je suis plus de l'autre. À la base, je suis pas un méga risk taker. Je me sens plus de ton côté, fait que, définitivement des questions pour Georges, I guess. Fait que là, je pense que par contre, on a parlé de tout ça, mais je suis pas sûre que tu as dit exactement c'était quoi Snipcart. Mettons, c'est quoi? J'y ai pensé au début, puis je l'ai oublié après. OK, fait que Snipcart, plateforme de e-commerce.
pour programmeurs web. OK. Fait que c'était vraiment un panier d'achats que tu injectais en JavaScript dans le front-end d'un website. Puis en arrière, il y avait une app classique, CRUD, une web app classique où est-ce que tu peux gérer tes commandes, gérer tes clients, tes discounts, tout ça. Puis c'était très, très lean puis très personnalisable. Fait que les programmeurs qui avaient vécu beaucoup d'irritants avec les Shopify qui étaient à l'époque beaucoup plus cadrés, ou les Magento qui étaient chunky puis complexes puis dur à entretenir, tout ça, ou les WooCommerce qui étaient trop slow, whatever. Eux, ils pouvaient utiliser le CMS ou le quadriciel qu'ils voulaient pour créer le site puis juste strapper puis customiser Snipcart par-dessus. Okay. Fait que nos champions, c'était les devs. Tu comprends? Ils allaient voir leur boss, leurs clients, les gens qui travaillaient, puis disaient ça pourrait marcher. Puis oui, je comprends que tu comprends pas genre comment ça s'intègre puis tout, mais regarde en arrière comment tu vas gérer tes affaires, c'est easy peasy. Fait que c'était ça la dynamique. Fait que là, t'as fait ça pendant un bout. Après ça s'est vendu Snipcart. De même. Du jour au lendemain. Puis là, t'as continué à travailler sur Snipcart, mais pour l'autre compagnie. Fait que c'était plus Spectrum, puis c'était pour la compagnie qui avait acquis. Comment tu t'es senti avec ton trouble de l'opposition à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai jamais été diagnostiqué pour ça là. Mais c'est moi qui. Ça s'est passé live. Ouais, man. J'ai toujours eu de la misère avec, je pense, l'autorité, puis pour plusieurs raisons, bonnes ou mauvaises. Écoute, si le monde veut la full story, là, parce que je veux garder ça compact, flantinado.com, il y a comme Selling Snipcart Part 1, 2, 3, puis je compte tout en détail. Fait que vous pourrez voir, mais grosso modo, on a un joueur américain-israélien qui nous approche pendant la COVID, alors que les multiples, le financement en tech était de même. Puis ils sont comme, nous, on a un website builder, ça s'appelle Douda. On veut ajouter du e-commerce, on veut votre tech, on veut votre talent. Puis ça donne que vous êtes à au-dessus d'1 million de revenus annuels récurrents. Fait qu'on va prendre le book en même temps. On va prendre les revenus en même temps. Fait qu'une acquisition stratégique, vraiment. Puis au début, on est comme... On n'est pas à vendre. Rebels, tu sais, 37 Signals, whatever. Puis là, on était comme... On va juste lancer un prix. Puis là, on lance un prix dans les 8 chiffres qui était... On était comme... Ils vont nous dire, fuck off, ça va être fini. On va se reconcentrer ces ops. Long story short, ils sont comme sure. Fait que là, pendant 7 mois, ça a été le carnage de négo entre la Suisse, l'Israël, le Colorado, le Québec. Tout était à distance. C'était la COVID, tout était fermé. Puis à l'interne, on a eu un peu de conflit aussi. Là, on voyait pas tout ça. On n'était pas rendus à la même place dans nos vies. Fait qu'on voyait pas tout ça de la même affaire, de la même manière. Mais on a fini par le closer. Puis là, pour revenir à ta question, moi, j'ai fait Snipcart Core, là, le produit continue de rouler, est encore en vie, mais il y avait une job fou là, d'intégration de notre tech et de notre team dans Douda pour qu'eux puissent offrir du e-commerce grâce à notre technologie. Fait que j'avais un earn-out de 3 ans, j'ai fait ça 1 an et demi, je suis parti. OK. C'était 1 an et demi confortable? Oh, dude, non. Ben, tu sais, les premiers 6 mois, c'était comme intégration. Fait que c'est genre, OK, là, il faut changer qui possède les comptes en banque, puis qui va avoir accès à tes déclarations de je sais plus quoi. Puis là, OK, on change un peu de software pour la paye ou de provider. Puis là, tu sais, les gars de Spectrum, Vincent puis Georges, il y avait Exit Clean, eux autres. Là. Mais Charles puis moi, on était Init encore. Là. Fait que, tu sais, moi, ça, j'ai pris le load beaucoup là-dessus. Puis c'est beaucoup admin, beaucoup red tape. J'haïs ça pour mourir. Ta passion, là. Moi, exact, c'est ça. Fait que ça a été tough, ça, mais tu sais, pas méga tough. Puis c'était encore lune de miel un peu. Là. C'est comme genre, wow, on a fait un gros exit. Eux, c'est comme, wow, les founders qui restent avec nous. Tout le monde s'aime. Kumbaya un peu. Là, la première fois qu'on était en Israël, c'était genre, tout était nice. Là. Fait que ça, mais après, j'ai essayé d'être VP. J'ai essayé d'être VP dans cette compagnie. T'avais l'intention de coller, finalement. J'aimais beaucoup les co-founders. Itai puis Amir, les deux, le CEO et le CTO, c'était comme, je les aimais beaucoup, je les respectais énormément. Ils ont changé ma vie, là, ils ont changé la vie de ma mère indirectement. Fait que j'étais comme, might as well give it a shot, puis comme booster ma carrière un peu là. Mais j'avais sous-estimé là, l'ampleur de la tâche, la complexité organisationnelle, les différences culturelles, time zone. C'était trop chunky, je pense, soit pour mes skills ou pour mon niveau d'énergie que j'avais à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai comme punch out à moitié de mon earn-out. Tu l'as nommé rapidement, l'aspect culturel, c'est sûr, nous on mise beaucoup là-dessus. En tant que compagnie de service, c'est notre avantage concurrentiel pour le recrutement puis pour le démarchage. Comment t'as vécu justement le changement de culture? Est-ce qu'ils avaient une belle culture, ils vous ont bien accueilli, ou est-ce que des fois tu te sentais peut-être un peu out of place, puis tes collègues que t'avais attirés là-dedans aussi, comment se sentaient-ils? Oh, c'était fucking tough ça, là, parce que dans le fond, tu sais, mettons, les ingénieurs, là, les programmeurs qu'on avait besoin, on a encore besoin pour intégrer notre technologie dans la leur,
c'était comme clear cut. C'était super clair qu'elle allait rester là, qu'elle allait monter une team de e-commerce dans Douda, puis que la difficulté, ça a été d'établir un pont de communication, puis aussi des rythmes de communication, des formats de communication avec l'équipe israélienne, parce que la majorité de l'ingénierie pour Douda est en Israël, à Tel Aviv. Fait que ça, c'était tough, mais c'est comme plus logistique. Émotif, ce qui était tough, c'est le reste du staff qui était dédié plus à Snipcart Core, puis que là, finalement, c'était comme, le chemin de carrière est moins clair. Tu sais, à un moment donné, puis là, il y a eu le crunch où tout le monde renvoyait plein de monde là, en tech. Fait que là, je renvoie du monde que ça faisait même pas un an que j'avais engagé. J'avais doublé la team. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même tough, ce bout-là. Là. Mais de façon générale, on était bien accueillis. Là. Puis il n'y a jamais eu de beef, il n'y a jamais eu de genre de mauvaise foi. J'étais en excellent terme avec Douda. La team roule encore, la team de Québec, là, Snip roule encore tout. Fait. Beau, c'est ça, belle c'est un succès, là, tu sais, c'est ça. Ouais, je suis quand même content. Nice. Puis moi, je me demandais un peu le niveau... parce que tu as mis corps et âme là-dedans, tu as parti de justement stagiaire marketing à CEO, puis comme tu disais, tu as crunch pour te rendre là à chaque fois, tu as tout donné. C'était comment un peu de devoir laisser aller cette partie-là que comme... est-ce que tu as eu à le faire, en fait, laisser un peu... le fait qu'il y a des millions de dollars qui sont impliqués, ça aide. Ouais, c'est ça. Je te dirais. Genre le lâcher prise. Tu sais, moi, je viens pas de l'argent. Là. Fait que les virgules, j'avais jamais vu ça. Là. Tu comprends, ces virgules. Tu sais, puis c'était fucké. Là. Fait que oui, ça aide, ça. Puis je pense aussi que la vérité, c'est que ça faisait 9 ans que j'étais chez Snip. Puis le côté un petit peu entrepreneur, marketeur en moi commençait à être tanné de parler de e-com. Tu sais, j'étais comme, tu parles au même monde, des mêmes sujets, tu compares avec les mêmes compétiteurs pendant 9-10 ans, puis là, j'étais comme, je commençais à avoir le goût de faire autre chose. Fait qu'il y avait un petit deuil d'amorcer, mais là, le plus gros deuil, ça a été vraiment la team, la culture, genre ce que tu as construit qui est inexplicable, qui n'est pas physique, genre. Ça, à ce jour, à chaque fois que je retourne voir ma gang, genre, je suis comme, c'est que ça me manque, genre, tu sais, les relations, la proximité, les insights, tout ça. Fait que, mais au niveau, tu sais, défi professionnel, j'étais comme rendu ailleurs, fait que ça n'a pas été trop tough. Fait que parlons-en justement des prochains défis professionnels après ça. Parce que. Nailed it. C'était bon, c'était naturel. Fait que là, t'as pris une petite pause après ça, j'imagine. Non, même pas. Fait que ça se passe direct après. Parce que pendant 1 an et demi, il y a eu sûrement genre 4 mois là-dedans, là, que c'est genre Frankie, là, je m'en vais-tu, je m'en vais-tu pas, je m'en vais-tu, je m'en vais-tu pas, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis là, t'as des incentives financiers de fou, là, tu sais, quand même, à rester. Fait que moi, j'ai fini par laisser plusieurs centaines de milliers de dollars sur la table parce que j'étais comme, c'est un coup d'opportunité de pas créer d'autres choses, de pas être mon propre boss, puis de pas prendre le risque qui est plus facile à prendre pour moi, vu que j'ai fait quand même une pocket de cash intéressante. Fait que j'ai fait 1 an et demi, mais j'avais déjà commencé à penser à ça se passe 6 mois avant que je donne ma démission. Je freestylais l'idée avec des amis, tout ça. Puis je te dirais qu'1 mois après la dernière date, on travaillait genre sur ça se passe. Puis après ça, 1 mois après, le pod était lancé. T'as rongé ton frein, t'as pris ton élan, t'as laissé la chance à la table, puis t'es parti avec tout le... Alright, comme une locomotive. Moi, pas mal. Tu parles justement que vous étiez déjà commencé à parler de ça se passe. C'était quoi les premières conversations? C'était quoi les objectifs, les motivations derrière initialement? La vraie vérité, c'est que genre, c'était un jeu de mots à la base. Là. Un excellent jeu de mots, on va se le dire. Puis j'étais comme... c'est que c'est hot, ce jeu de mots-là. Réserver le nom de domaine. Genre vraiment early, comme. Je pense, mais ça. En tout cas, mais je trouvais ça hot, puis on dirait que j'essayais de construire juste. Tu sais, je trippe sur le langage, le copy aussi. Fait que j'essaie de construire une idée autour du jeu de mots. Puis plus le. Ok, laisse-moi revenir. Quand j'ai vendu Snip, j'ai parlé de ça beaucoup. J'étais fier, je voulais l'approbation un peu trop peut-être de mes pairs, puis tout ça. Tu sais, Québec, on est capable de faire des gros hits aussi. Fait que je n'ai parlé beaucoup, mais ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert la porte à plein d'autres entrepreneurs SaaS de venir vers moi et me dire yo, nous autres, on est peut-être en train de vendre, ou hey, un moment donné, on aimerait ça vendre, ou OK, comment tu avais fait pour faire ta croissance, pour te rendre à un point que tu étais. Fait que ça a comme ouvert mes yeux sur la communauté SaaS au Québec. Puis j'ai fait shit, il y en a bien plus que je pensais. C'est bien plus le fun. Bonder puis comme avoir des discussions avec le monde, mon monde d'ici au Québec. J'étais comme, il y a peut-être de quoi à faire là autour de ça. Fait que c'était comme ça l'espèce de germe. Puis je te dirais aussi que quand j'étais kid, au début de ma carrière, j'avais jamais vraiment trouvé une plateforme de contenu, mettons, ou des types d'événements que j'y allais. Puis j'étais comme, this is my people.
this is my place. Tu sais, genre, Ouais. j'étais comme, là, j'ai du temps, j'ai un peu de capital en arrière, je suis pas pressé. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas de le faire, moi, ça? Parce que ces relations-là, one-on-one, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, là. Tu sais, aller prendre des marches, aller prendre des repas avec d'autres founders, avec d'autres directeurs, directrices marketing, whatever it is. C'est ça qui m'a, genre, step up dans ma carrière. Fait que je peux-tu, au lieu de faire du one-to-one, comme j'ai fait, je peux-tu faire du one-to-many, puis faire une communauté autour de ça, puis je tripe business, fait que je peux-tu monétiser ça? Tu sais, ça peut-tu être quelque chose qui est rentable? Fait que c'est un peu ça la genèse de Ça se passe. T'es exposé à des gens qui sont par définition passionnés. C'est des fondateurs, justement, des directeurs de SaaS, c'est leur produit. Puis après ça, tu changes de contexte à chaque fois, ce qui est aussi notre grand luxe chez ThirdBridge. Ouais. C'est toujours très, très valorisant intellectuellement. Il faut que je m'approprie ton contexte. Puis on parle du medtech, on parle du fintech, on parle de toutes ces industries différentes. Puis à chaque fois, il faut que tu te réappropries une nouvelle réalité. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Puis des fois, le monde qui le font longtemps s'essouffle, puis là, veulent faire du produit, right? Puis là, c'est comme, là, donne-moi genre 4-5 ans que je fais juste la même affaire, là. Fait que c'est comme un balancier, puis ça dépend des profils psychologiques. Puis moi, je te dirais qu'en ce moment, j'ai tellement été dans la même affaire longtemps que ce que tu viens de dire, c'est un luxe, un privilège, peu importe, je trippe dans 5 ans, je sais pas. Puis justement, avec Ça se passe, là t'as eu cette idée-là. Est-ce que le podcast est comme la première idée pour rassembler la communauté? Comment t'en es venu à starter le podcast? Le pont entre le numérique, digital, puis le présentiel, l'espace physique, était déjà là dans ma tête. Okay. J'étais comme, je veux quelque chose qui permet aux gens de bonder dans la vraie vie pour que, après ça, la relation que tu as avec le contenu ou les personnes soit comme plus forte online. Fait que ça, c'était comme quelque chose qui m'a déjà trotté dans la tête. Je suivais beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont fondé des communautés d'entrepreneurs et tout ça, puis j'étais comme, genre, ça fait partie de mes skill sets. Je pense que je serais capable de faire ça. Fait que le pod, ça a toujours été là. Les events, ça a toujours été là. Le répertoire des SaaS, c'est venu quand même tôt. Mais ça, c'était méga ambitieux, là, ce que je voulais faire au début. C'était très data-centric. C'était genre du volume de data, des benchmarks. Puis là, je me suis rendu compte, mais avant que je fasse un MVP sur le sens du monde là-dessus, genre, je vais dépenser tout le cash que j'ai fait avec Snip. Fait que j'ai comme focusé plus, je pense, sur communauté, contenu au départ. Mm-hmm. Par contre, le podcast, j'ai déjà essayé de faire un podcast, puis ça n'a pas marché. Avec Spectrum? Avec Snip? Avec Frank. Avec François Lantinado tout seul. OK. Ça s'appelait Work with Devs. Puis le but, c'était de prendre du monde comme toi puis moi. Actually, Virge, genre, on n'est pas programmeur, mais on peut amener beaucoup de valeur dans le travail qu'ils font pour commercialiser, vendre, conter une histoire autour de ça. Mais il faut pouvoir se parler comme du monde, puis que tout le monde se catch. Tu sais, les gens en RH aussi qui embauchent des joueurs clés là, en tech, là, que c'est super complexe. J'étais comme, faisons un bridge de vulgarisation autour de ça. Puis moi, ça va être ça le langue de mon podcast. J'ai enregistré des affaires sur un micro Bluetooth en 2018 tout seul en anglais à le refaire 10 fois. Puis tu sais, j'ai fait genre 4 épisodes que j'ai appelé Alpha. Puis j'ai trippé, mais comme j'ai abandonné. Là, j'étais en plein dans Snip. Fait que j'ai toujours voulu faire un podcast. OK. J'aime ça parler. Ben t'es bon, tu le fais bien. Puis tu donnes des conférences aussi. Puis hier, parler devant la foule, tout ça. On voit que t'es un naturel, absolument. J'essaie. Fait que là, podcast, les événements, puis le répertoire. Là, tu es en train de te bâtir une belle et grosse communauté avec tout ça. Y a-tu des projets reliés à tout ça que tu peux nous dire? Oui. En ce moment, une des douleurs les plus vives chez les fondateurs puis les recruteurs en SaaS, c'est justement ça, le recrutement. C'est de trouver des gens de qualité, les onboarder rapidement, diminuer le taux d'erreur dans ta rétention, dans tes embauches, puis augmenter ton taux de rétention. Moi, je l'ai vécu quand il a fallu que je double l'équipe de Douda. J'ai plein de pairs qui le vivent régulièrement. Fait que je sais que je suis capable, avec Ça se passe, d'amener une valeur là. Marque employeur, embauche, ces dimensions-là sont vraiment dans notre target. Fait que le job board, c'est une expression de ça, right? La job du mois, qui est une commandite mensuelle, c'est une expression de ça. Puis l'autre côté, c'est d'entourer comme il faut les fondateurs et les professionnels. Fait que moi, ma thèse, c'est quand tu fricotes puis que tu as de la proximité avec du monde de talent puis des crinqués puis des passionnés, ça te tire par le haut. Fait que à ce niveau-là, tu peux avoir besoin d'être entouré de fournisseurs de services. Puis là, ça, c'est un angle qui est facilement commercialisable parce que des business comme Le Chiffre, comme Leviat, comme Baseline, ils aiment ça, avoir des clients SaaS. Genre, ils trippent, c'est win-win. Fait que si moi, je suis capable de créer du contenu de qualité pour ces compagnies-là puis de les mettre en relation avec des compagnies SaaS qui sont des clients de qualité pour eux, tout le monde gagne, il y a un petit revenu qui est généré, right? L'autre manière d'entourer les gens, c'est d'entourer les fondateurs dans les retraites privées qu'on commence cette année. Les retraites privées pour fondateurs,
ça, c'est un bon défi. J'ai hâte de voir si on va le nailer ou pas. Quand même assez confiant. Fait que, tu sais, les 2 gros axes, c'est ça. Entourer le monde comme il faut, que ce soit par des fournisseurs ou des pairs. Puis l'autre, c'est aider côté embauche, côté marque employeur à se différencier, puis à shiner, là, pas juste avoir un blurb de texte, on embauche. C'est comme, il y a beaucoup de bruit là-dedans. Oui. Fait que, anyway, on a plusieurs autres idées par rapport à ça, mais c'est pas mal la vision. Là. L'attractivité d'une plus petite business, même s'il y a beaucoup de passion, il faut une plateforme pour l'exprimer, puis c'est ce que tu leur offres. Comme ça, les gens qui sont potentiellement intéressés puis qui hésitent à travailler là, ben, ils vont peut-être avoir le petit dernier incitatif qui leur manquait pour postuler. Puis people want to do business with people, tu sais. Tu veux toujours travailler avec d'autres gens, c'est très humain, puis quand t'as un petit spot, comme mettons avec la job du mois, où tu entends la personne sur le pod, whatever, tu commences à rentrer en relation avec elle, puis ça te donne un avantage pour te différencier. Direct ce que tu as dit, dans le fond. Moi, c'est la retraite qui m'intéresse. Oui. Tu les accompagnes dans une retraite stratégique? Ouais, dans le fond, c'est... Moi, mon principe dans la vie, puis dans tout le marketing que je fais, c'est moitié fun, moitié fond. Genre, si j'ai pas de fun, il y a un problème. La vie est trop courte pour se faire chier au travail, ça fait partie de mes genres de valeurs profondes, puis du genre de business que je design. Fait que, pour les retraites, c'est ça aussi. Right? Il y a quelques moments où il y a des hot seats, par exemple. Que c'est genre, bon, mettons, il y a 8 fondateurs qui sont là. OK, ben là, toi, mettons... j'allais dire Ghislaine, je sais pas pourquoi. Toi, je sais pas, là, Amélie, mettons. OK, viens dans le hot seat. C'est quoi ton enjeu le plus critique en ce moment? Parfait, on fait un tour de table de questions. Après ça, tu réponds à ces questions-là. Tour de table de solutions. Okay. On fait quelqu'un d'autre dans le hot seat. Ou bien des petits workshops de... OK, finance 101, il faut que ça ait l'air de ça, genre les documents que tu as préparés à la fin de l'année, puis pense à telle ligne. Fait que t'amènerais des experts, justement, qui seraient capables de donner des entre autres, les partenaires certifiés, ça se passe. Exact. Pif, paf, pouf. C'est parfait. Ouais, ça résonne beaucoup. Il y a plusieurs initiatives similaires. Je pense à l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais là, tu le fais à l'échelle du SaaS. Tu le fais dans une spécialité clé. Très niché. Très cool. Ouais. Là, on a parlé de ces projets-là, mais moi, je voulais savoir... Fait que là, tu vas faire ça, mais tu vas pas nécessairement te relancer dans le produit pour l'instant. Ça fait pas partie de tes ambitions professionnelles futures. 100%, ça en fait partie. Oui. Ouais, le produit me manque. J'ai des petits soupçons de produits via le job board, par exemple, comment on le design, qu'est-ce qu'on veut monétiser. Mais on est en très no-code. J'ai pas ma team de dev puis de designer qu'on est là puis qu'on fait des roadmaps puis qu'on pète les micros. Fait que juste pour te dire, mettons, ça se passe. Puis Grip, qui est notre agence de croissance pour SaaS, ça, c'est phase 1 du court terme du plan 10 ans plus de Frank, mettons. Fait que ça va établir des bases en termes de réseau, en termes d'expérience, d'expertise, puis générer un revenu qui permet de juste vivre comme pour la suite. Puis dans la suite, hopefully, il va y avoir un SaaS. As-tu déjà une idée? Tu veux-tu nous le dire ou non? Tu veux un scoop? Regarde la caméra. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui prient en arrière, le monde ne verra pas ça. Y a-t-il de l'investissement un jour dans ton roadmap derrière? 100%. Ah ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris la question à Charles, on peut la répéter. Peut-être qu'il a demandé s'il y avait de l'investissement derrière tout ça. 100%. Puis tu sais, je pense qu'on va être positionné de façon très privilégiée avec la communauté, ça se passe pour identifier les founders, identifier les produits qui ont une belle traction, puis aussi on a une expérience en croissance avec Grip pour dire genre t'aurais peut-être besoin de faire ça, tu veux que nous on jump in ou qu'on trouve du monde. Fait que tu sais, puis si nous on s'en lance un, mais tu sais, on a genre un portfolio, je vais réécouter le pod au complet, tu comprends? Renoter toutes les erreurs. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vas à ta propre école en ce moment même. Là. Dude, j'apprends tellement, là, puis c'est ça que le monde dit, des fois... je connais pas tout, là. Tu comprends? En SaaS, il y a tellement de dimensions puis de cossins. Comme hier, là, dans le pod avec Jean-Gab, là, plein de reprises, j'étais comme en mode étudiant, absorbé. C'est un fucking privilège, man, de continuer d'apprendre comme ça. Puis au niveau de l'investissement, pour rebondir sur la question, ben, veux pas, avec le pod, avec la communauté, tout ça, je rencontre du monde qui en ont fait des exits, puis qui en ont un network peut-être plus élevé, puis que si c'est comme, hey, on starte un fonds ou on investit là-dedans, peut-être que ça va être plus facile. Fait qu'il y a une notion d'accès à tout ça qui va, je pense, faciliter les prochaines phases du master plan. C'est ça. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt aussi, people want to do business with people. Moi, je dis H to H. On fait pas du B2C, on fait pas du B2B, on fait du H to H. C'est fucking nice, ça. Ouais. Let's go. Vous êtes en marketing, laissez-vous aller. Les marketeurs qui se lancent des fleurs. C'est ça, tu es vraiment en train, non seulement, tu en as parlé tantôt, établir ton réseau, oui, mais établir ta niche aussi, puis créer un lien de confiance avec ces gens-là que quand tu vas être rendu dans tes objectifs futurs, quand tu vas vraiment être dedans, ben tu vas déjà avoir créé ce lien-là avec ces gens-là. Tu sais, avec moi, what you see is what you get. Quand je fuck up, je te le dis. Puis quand j'ai peur, quand je suis stressé, je te le dis. Quand je suis fier, je te le dis. Fait que tu sais,
si ça fit avec du monde de travailler avec moi, tant mieux. Ils savent exactement je suis qui puis pourquoi travailler avec moi. Si ça fit pas, c'est correct. Ouais. Bon, c'est exactement ce que Jean-Gab disait hier aussi. C'est vrai? De filtrer sa clientèle. Mais là, ça me gosse parce que là, on fait juste parler de moi. Fait que on va s'en reparler après, mais comme, c'est sûr qu'il faut que le monde de votre bar vienne sur mon podcast. Ben oui. On va faire une édition qui parle un peu plus service aussi, mais clairement, vous avez essayé le produit puis tout ça. Fait que non, on va trouver une manière parce que moi, j'ai 1000 questions. Puis là, c'est comme on a clock puis tout. Ben, c'était ta plateforme aujourd'hui, puis après ça, on viendra se faire aller le manche-patate à ton micro avec plaisir. Ben oui, man. C'est la beauté de la balado. On parle de H2H, human to human. On n'a pas le choix d'être authentique, sinon c'est pas intéressant. Puis les gens ont accès à nous directement, puis ça crée un lien de confiance sans même qu'on ait besoin de faire du one-to-one. Mais des fois, ça peut être fucké. Je peux-te dire une petite parenthèse? Ah, absolument. Okay. Des fois, ça peut être fucké parce que, tu sais, il y a comme la notion de... Je sais pas si je devrais en parler sur le pod. OK, ouais. Les relations parasociales, ça te dit c'est quoi comme phénomène? Non. Ouais, OK, mettons, là, t'écoutes un streamer sur Twitch, par exemple. Puis la personne, t'es comme avec cette personne-là dans son chat où tu l'écoutes, et dans tes oreilles, dans tes yeux, tout ça. Puis c'est comme si ça crée une asymétrie dans la relation où est-ce que toi, comme consommateur de mon contenu, tu penses que ou tu as un sentiment que tu me connais vraiment plus que moi. Puis des fois, je trouve ça spécial, ce côté-là, parce que moi, des fois, c'est pire parce que je suis méga transparent. Fait que je parle de toutes mes affaires. Fait que le monde a vraiment l'impression que je suis déjà ouvert puis qu'ils sont déjà comme proches de moi. Puis ça m'arrive des fois d'avoir des interactions, c'est comme wow, genre on est comme peut-être pas rendu à ce step-là, genre, tu sais. Exact. Comme, genre, mérite un peu d'intimité et de confiance avant de me parler de ma santé mentale. Là, il y a un genre de lien de confiance unidirectionnel. Non, est-ce qu'il y a un beef que j'ai, voilà. C'est ça qu'Alex, la première chose qu'il t'a dit aussi, était comme, j'ai déjà l'impression de te connaître. C'est exactement ça. Ouais, sauf qu'Alex, il m'a pas demandé mes deepest, darkest secrets autour de notre premier café, tu sais. Il a fait ça comme un chef. C'était bon, bravo. Hey, on teste un nouveau segment de notre podcast aujourd'hui avec toi. Let's go! C'est la question dans le chapeau. Je viens de donner le nom. C'est pour ça qu'il y a une tuque sur la table. On a fait des nouvelles tuques Third Bridge. Fait que là, il y a des petites questions que j'ai écrites sur des petits papiers. C'est moi qui pige? Tu piges une question. Si tu y réponds adéquatement puis à notre goût, à moi puis à Alex, on te donne la tuque. C'est bon parce que comme tu peux voir, j'ai pas beaucoup de protection. Pige une question. Pige une question. Faut que idéalement, tu la lis dans ton micro. Je pense que c'est une bonne. Combien tu benches? Voyons, Virge. Je n'ai glissé une surprise, Virge. Je t'en avais pas parlé. Excusez. All right. La vraie question de chapeau. Le pire UX que tu as vu? Point d'interrogation. C'est ma question moins préférée, fait qu'on va en faire deux. Vas-y. OK, parfait. Bon, mais rapidement, ça me fait chier d'être un mauvais contribuable ou whatever, mais je pourrais vous dire que le portail pour t'inscrire aux taxes de Revenu Québec, ça me donne le goût de me lancer par la fenêtre. Shots fired. Écoute, genre, hopefully, il va y avoir de l'innovation, puis peut-être même du privé qui peut aider là ou whatever. Puis juste vite, la subvention Renault Climat, là, qui si tu te mets une thermopompe puis tu redonnes une couple de milliers de dollars ou whatever, là, hey, avant d'être capable d'avoir la doc, là, j'ai été pris dans une loupe infinie de redirection sur des sites ministères de je sais plus quoi. Tu t'es rendu jusqu'au bout. J'ai changé mes fenêtres, moi, dernièrement, j'ai abandonné. Je prends le hit. On a demandé à quelqu'un, je me rappelle plus, on a sorti de la loupe, mais c'était un enfer. Fait que, tu sais, j'adorerais ça qu'on soit un État genre, encore plus modernisé que tout ça, mais bon, it is what it is. Là. Je sais qu'il y a de la dette technique, dette procédurale, blablabla. C'est ça, exact. Les projets, Si on se lance en politique, on n'a pas fini. Là. Ouais, c'est ça. Si on se met à parler des plateformes gouvernementales, on va faire un autre podcast. En fait. Exact. Prochaine question, on a le temps, on en fait deux. Deadlift, non. Bon, c'est bon. Ton histoire d'échec professionnel préférée? Oh, ça c'est bon. Ouais, ça c'est plus crunchy, hein. OK, moi je suis vraiment bon pour dépenser de l'argent qui génère pas de résultats. Ça semble bizarre à dire. Mais en marketing, c'est des risques à prendre. Exact. Je pense que sur overall, je réussis à bien m'en sortir puis avoir un retour sur un système positif, mais quand je suis pressé, stressé puis impulsif, des fois je prends les décisions vraiment de merde. Puis avec Snipcart, il y en a une entre autres où est-ce que j'avais promis que j'allais pour la première fois faire un plan de relations publiques pour le release d'une version majeure, puis que j'allais genre générer des yeux médias, là, genre de la couverture médiatique, excuse. Fait que, puis là, j'ai travaillé dans le produit comme un fou, pas eu le temps. Puis là, basically, la veille du lunch, j'étais comme alright, comment je vais faire mon PR pour ça? Fait que j'ai googlé comme un piment, genre, hey, PR automation ou genre. Puis là, je suis tombé sur un service qui disait genre, OK, toutes les
tu sais, la homepage, c'est malade dans la tête. Là, t'es comme, OK, je vais être peut-être sur TechCrunch, puis sur whatever. Puis là, tu dis, OK, on board, puis là, tu leur fournis basically une couple d'infos, ils génèrent ton communiqué de presse. Puis là, mais là, à chaque fois que tu fais next, c'est comme, ah, tu voudrais-tu aussi mettre plus de mots que ce que tu viens de mettre? Ça va coûter 1000$ de plus. Fait que là, j'étais, ouais, whatever. Tu sais, t'es comme dans le funnel, pogné, genre. Puis là, tu voudrais mettre des images de ton produit, ça va coûter 1000$ de plus. Puis là, j'étais, ouais. Fait que là, j'ai genre pris le full package, puis j'étais en panique la veille. Ça a coûté 5000$, puis ça a été de la schnotte, ce qu'on a fait. On s'est ramassé sur des blogs fuck all de genre Local News au Texas, Snipcart V3, tout le monde s'en calisse. Puis genre, le clou dans le cercueil, c'était genre un blog de survivalisme, de preppers. Il y avait notre communiqué de presse au complet là-dessus, genre. Puis là, ma team, j'étais comme... Ah, puis il rit de moi encore à ce jour-là. Fait que c'était 5 cas-là, c'était un bon c'est fait, gênant parce que public, mais après ça, 5000$, ça d'ailleurs dedans. C'est pas si pire. Non, c'est ça. Mais on n'était pas méga riches aussi, là, très bootstrap puis tout. Fait que juste comme, tu veux pas faire ça. Puis ça a pris du temps à défaire. Tu sais, il a fallu que je recontacte le service pour enlever toutes les backlinks puis les mentions ça, dans des places full pas pertinentes, pas thématiques. Fait que, ouais, ça a été... Ça te fait-tu perdre genre de la crédibilité Google quand tu as des backlinks comme ça qui sont pas nécessairement qualifiés pour ton produit? Ben écoute, si tu as un volume exceptionnel de ça, puis que là, clairement, il y a un pattern de OK, il y a eu une action comme pas nécessairement faite pour le bien-être des utilisateurs et de leur expérience qui semble hackish, ben, ça peut trigger des pénalités, ça peut trigger des différents trucs par rapport à Google. Puis mes skills d'algo sont rendus un peu loin. Là. J'ai Ludo, hopefully, qui est pas mal meilleur que moi là-dedans. Mais grosso modo, la règle d'or, c'est tu veux que en contexte, thématiquement, ça fasse du sens pour l'utilisateur de trouver un lien ou une mention de ta compagnie sur un site donné. Puis que s'il suit ça, c'est mostly, ça va y ajouter de la valeur, right? Fait que quand c'est un site de survivaliste, tu comprends que genre... Pas du trafic qualifié, là. Non, c'est ça. Fait que ça peut te pénaliser, mais les détails, j'ai pas le goût de me commettre sur le pod. OK, c'est bon. All right. Bonne réponse à notre question. Fait qu'il a gagné le chapeau. Il a gagné le chapeau. Let's go! Je vide les questions. Tu peux finir le podcast avec ta nouvelle tuque. OK. T'as plus une question dedans. Parfait. Puis, nice, ben, là, on achève notre temps. OK. Fait que, as-tu des projets que tu veux aborder, des trucs que tu veux plugger? Le mot de la fin. Hey, ça te va tellement bien, là. J'espère que c'est vrai parce que je vais me voir après. J'imagine que c'est genre un disque et là, je me vois pas. Je suis comme, wow, nice. Non, tu l'apportes bien. Moi, ça fait hipster, on aime. Je l'apprends. C'est bon. Mais ouais, y a des trucs que tu veux plugger, des shameless plug un peu comme. Ouais. Pas full, man. Je trouve ça malade ce que vous faites avec Third Bridge, avec l'update. C'est une manière de Tu plug Third Bridge, thanks. Merci. Non, mais pour vrai, je trouve ça hot. Puis je trouve qu'il y a genre une manière de se marketer puis de se positionner puis sortir du lot, mais qui amène la valeur puis de l'entertainment. Moi, je suis un méga fan de ça. Fait que je continue de faire ce que vous faites. Sinon, ben, saspasse.com puis Grip, notre site, il est encore lettre. Là, fait que mec, soit beau, on le mettra dans les show notes. On le pluggera. Puis ouais, LinkedIn, DM, si vous avez des questions par rapport au SaaS, par rapport au podcasting, hein, whatever it is. Si je peux aider, j'essaie de mettre du temps pour ordonner, mais ben busy. Fait que c'est tout. Moi. J'ai entendu ta nouvelle idée là, dans l'épisode 67. Là, je suis à jour, là, je t'écoute. Let's go! Les Office Hours. Une autre façon d'inviter les gens à te solliciter potentiellement pour avoir des conseils comme ça un peu plus je l'aime cette idée-là. ad hoc. Là. Je dirais qu'elle réussit jamais à aller ça m'a marqué. Ça a planche là, pour vrai, mais je t'appellerai. C'est bon. Puis, avant même qu'on termine aussi, là, je reviens à mon stalkage LinkedIn. Ouais. J'ai vu que tu avais fait du mentorat aussi pour Apollo 13. Est-ce que... Ouais. Mais là, t'en fais plus, right? Parce que c'était terminé sur LinkedIn. Ouais, exact, c'est ça. Fait que Apollo 13, en 30 secondes, la jeunesse, c'était un programme d'accompagnement pour les startups. OK. Aujourd'hui, il y a eu un pivot. Ou est-ce que c'est un studio de développement de MVPs, de prototypes en no-code. Fait que pendant que c'était vraiment le programme d'accompagnement, j'ai aidé beaucoup à lancer ça, là, moi, au départ, à brander ça, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu, whatever. Puis j'aidais un peu des startups. Fait que je te dirais que si c'est genre de l'aide vraiment plus sérieuse, ben, ça va passer par Grip. Si c'est comme, yo, tu sais, quick, aide-moi sur un petit truc, genre, ça peut être ad hoc ou whatever. Fait que, ouais. On va directement vers toi sur LinkedIn. Sure. Puis c'est ça. Le pire qui arrive, c'est que je réponde pas tout de suite parce que je suis busy, mais ça veut pas dire que je suis un gars pas fin. Pire, tu m'envoies des messages vocaux, t'es capable, t'es bon. C'est vrai, ouais. Alright, ben, saspasse.com, allez voir ça tout le monde, puis ben, merci d'être venu. Merci, folks. Merci, man. C'était vraiment nice. Yes.